Bonjour et bienvenue dans une nouvelle exploration. En 1719 paraît le roman Robinson Crusoe, dans lequel le héros éponyme finit bloqué 28 ans sur une île tropicale. Il y rencontre un indigène lors de son isolement, qu'il va nommer Vendredi. Un roman qui a encore aujourd'hui du succès et un classique de la littérature. Et parmi ses lecteurs, nous retrouvons Robert Zemeckis, qui commence à s'intéresser à l'histoire de ce roman, mais il veut la moderniser. Il souhaite aussi examiner le concept des 4 ans de désespoir qui pourraient découler de cette solitude. Il faudra 6 ans pour assembler l'équipe et mettre en place le film complètement, surtout grâce à l'acteur choisi pour jouer Chuck Noland, le Robinson moderne. Que l'intrigue et surtout la raison de son arrivée sur l'île va être trouvée par Tom Hanks, qui avait lu dans un article sur FedEx que les 747 qui emmenaient les colis survolaient le Pacifique 3 fois par jour. Et il s'est dit, il se passerait quoi s'il y en avait un qui tombait. Alors que j'étais enfant, mon père, dans sa petite vidéothèque, avait un DVD. Il m'intrigua et mon père décida de me le montrer un dimanche après-midi pendant les vacances d'été. J'ignorais à l'époque que ce film allait me marquer à vie, que j'allais trouver en lui une apaisante solitude au travers d'une île de l'archipel de Manuka aux Fidji. Un lieu qui me suit encore aujourd'hui, pour l'isolement qu'il pourrait me procurer, le sentiment d'être seul au monde. Le film commence avec le suivi d'un colis qui part du Texas pour arriver en Russie. Et on arrive dans un hangar FedEx où un gros bonnet de l'entreprise passe un savon aux équipes pour leur manque d'implication qui pourrait coûter du temps à l'entreprise. Après avoir fini la livraison des paquets dans les 747 qui vont les acheminer, Chuck Noland prend toujours l'avion pour revenir à Memphis et retrouver sa femme pour fêter Noël. Mais il doit repartir pour son travail et reprendre l'avion encore une fois. Et avant de partir, sa femme Kelly lui donne une montre à gousset que Chuck réglera sur l'heure de Memphis, avec une photo d'elle dans la montre. De son côté, il lui donnera un cadeau qui semblerait être une bague de fiançailles. Pendant le vol qui passe au-dessus du Pacifique, une turbulence va réveiller Chuck et l'équipe semble un peu tendue et doit même changer le plan de vol à cause de la météo. Et ce qui devait arriver, arriva. L'avion se crache et tue tous les membres de l'équipe à l'exception de Chuck qui atterrit sur une île qui semble isolée, l'obligeant à vivre dans une solitude absolue, loin de tout le monde, loin de son environnement et loin de Kelly. Seul au monde en quelque sorte. Comme dit pendant l'introduction, Seul au monde et moi, c'est une longue histoire. Je l'ai vu jeune, donc mon niveau de compréhension n'était pas encore bien développé. Mais le film m'a fasciné par son esthétique, mais aussi par son ambiance. Il est extrêmement rugueux. Les textures, que ce soit l'île et son environnement, ou même Chuck, ses blessures me faisaient mal. Il crie, il pleure, il saigne, il transpire. En bref, le personnage me semblait palpable et vivant. J'ai toujours l'impression que je pourrais le rencontrer au coin d'une rue de Memphis. Et quand je l'ai revu plus vieux, j'ai pu ajouter un nouveau niveau de lecture. Notamment, ce qui m'a marqué le plus, c'est la solitude et le désespoir. Voir l'isolement de cet homme, toujours habitué au bruit, à l'activité et à la présence de nombreuses personnes autour de lui, car au début du film, il est constamment entouré de personnes avant le crash, renforçant plus notre impression de solitude désespérée. Mais la solitude du film est aussi apaisante. Cette île, qui parfois est tempétueuse, peut aussi être extrêmement calme, surtout dans la deuxième partie du film. Et puis j'ai eu un troisième niveau de lecture que j'aborderai plus tard. L'autre point marquant du film, c'est son acteur. Ma relation avec Tom Hanks, cet acteur m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu l'impression qu'il pouvait tout jouer. Il m'a ému, il m'a fait rire, et parfois il m'a fait ressentir une grande solitude. Encore un thème qui revient surtout dans ces films de la période fin 90, début 2000. Forrest Gump par exemple, où le personnage est isolé à cause de son esprit et de sa simplicité. Lui qui ne comprend pas toujours ce qu'il fait là, mais pourtant insiste aux plus grands événements des États-Unis. Et bien sûr le Terminal, où un homme d'un pays en guerre souhaite rentrer aux États-Unis, mais est bloqué dans l'aéroport JFK à New York, et va devoir vivre constamment dans cet aéroport en attendant que la situation se décoince. Encore une fois, un homme isolé, dans un lieu qui ne le comprend pas, et même le rejette parfois. Chuck avait une belle vie et il était sûr de lui. Il avait la situation bien en main. Il maîtrisait son environnement. Au point d'en être un peu méprisant et même d'oublier le nom de certains de ses collaborateurs assez réguliers. Car il ne pense qu'à une chose, c'est le temps et le rendement de l'entreprise FedEx, au point où on apprend qu'il avait volé un vélo à un enfant pour finir ses livraisons, à l'époque où il était encore livreur. Il ne vit que par son travail, et quand ses pensées ne sont pas dirigées vers son boulot, il pense à Kelly, qui est son autre préoccupation, même s'il passe le plus clair de son temps avec sa boîte et dans les avions. Mais au final, c'est son travail qui l'emmènera sur cette île. On voit d'ailleurs bien son habitude lors de ses premiers jours, car lui qui est habitué au brouhaha et aux gens, le moindre bruit le fait réagir, lui faisant croire qu'il n'est peut-être pas seul au final.
De même que sa réaction face au corps d'un des membres d'équipage dérivant vers la plage. Il court dans l'espoir de peut-être trouver un survivant, mais ce n'est pas le cas. L'île est un environnement hostile qui ne veut pas de lui, mais l'océan autour l'empêche d'en sortir, et à force de temps, après 4 ans, il va finir par être accepté et maîtriser l'île. Lui qui a lutté pour avoir des chaussures, pour ne pas se blesser, il marche désormais pieds nus avec juste un pagne comme vêtement. Lui qui ne pouvait pas attraper de poisson avec sa lance, il est capable de toucher un poisson à plusieurs centaines de mètres avec une grande précision. Lui qui a eu des difficultés à faire un feu, c'est devenu une habitude pour lui. D'ailleurs, ces outils étaient très sommaires et sont devenus beaucoup plus techniques. Il arrivera même à construire un véritable radeau pour traverser les vagues assassines qui entourent l'île. Mais il lui manquait de la corde pour le finir. Et il sait où en chercher. Montant sur le sommet de l'île, il récupère une corde avec un mannequin en bois attaché à un nœud coulant, prouvant que même s'il voulait se battre, il avait comme d'habitude pensé à toutes les éventualités. Mais nous en reparlerons plus tard. Il va d'ailleurs réussir à quitter l'île et à revenir chez lui, après de nombreuses péripéties. Mais ce qui frappe lors du retour, c'est l'isolement qu'il ressent à nouveau. Lui qui aimait la foule et le bruit, après la conférence de presse, il va s'isoler pour retrouver le calme. L'autre chose très frappante, c'est la fin de sa petite fête pour son retour. Il est silencieux et en retrait. Lui qui maîtrisait cet environnement parfaitement, il n'y est plus adapté. Il n'y est plus à son aise, il ne le maîtrise plus. Pire encore, il constate toute la dureté de son isolement quand il voit une montagne de fruits de mer qui n'ont pas été mangés. Sur l'île, cela représentait des heures de chasse et de préparation, et surtout une ressource vitale qui ne devait pas être gâchée, alors que là, il y a un plateau entier qui reste là sans être mangé. Ou quand il se saisit du briquet d'un simple geste, il peut allumer un feu, alors que cela lui prenait du temps et de l'énergie sur l'île, pour qu'il ne meure pas de froid et puisse cuisiner ses aliments. Sans oublier le fait qu'il dorme par terre juste à côté du lit, lui qui était habitué à ça sur l'île. Un autre détail marquant, c'est quand il ira voir Kelly. La pluie est torrentielle, mais il n'est ni gêné ni pressé de se couvrir, car sur l'île, il s'était habitué à subir les pluies tropicales. Ah, et pour les spécialistes des théories à 4 sous du genre en fait depuis le début c'est un rêve ou encore il est mort et le film il voit ça dans ses rêves et avant de mourir, eh bien vous faites chier. Voilà, vous faites chier. Honnêtement, vous pensez réellement que c'est super intelligent comme twist? Que c'est THE twist de l'année? C'est super feignant, c'est très très facile, et surtout accessoirement, c'est super con. Voilà. C'est le genre de retournement de situation qui a une odeur de rance et qui sent le trou du cul pourri. Tout simplement, hein, je tiens à le dire. Parce que, accessoirement, ça rajoute du réalisme, parce qu'il faut absolument mettre du réalisme dans toutes les œuvres. On ne va pas avoir un peu de fantaisie, un peu de fantastique, ou un truc un peu extraordinaire. Non, il faut que tout soit réaliste et bien terre à terre, tu vois. Vraiment, bien terre à terre. Et vous savez ce que ça donne, ça? Ça file la chiasse. Kelly. Un nom qui va suivre Chuck pendant ses 4 ans de solitude. L'une des personnes les plus importantes dans sa vie. Mais c'est un peu le plat de résistance et je vais d'abord parler de son meilleur ami et collaborateur chez FedEx, Stan. C'est un peu son coéquipier chez FedEx avec qui il parcourt le monde. Chuck est un soutien pour lui car la femme de Stan souffre d'une grave maladie. Il sera d'ailleurs le premier que l'on verra après son retour, ramenant un sentiment de confort pour Chuck. Même avec lui, il sera néanmoins mal à l'aise. Il reviendra le voir plus tard après avoir vu Kelly pour lui expliquer et lui faire comprendre ce qu'il a ressenti sur l'île, même la possibilité de son suicide par pendaison, expliquant qu'il avait tout testé et que la branche a cassé sous le poids du mannequin en bois. Alors Chuck s'est dit qu'il devait continuer à vivre, que s'il meurt autant qu'il le fasse en essayant de quitter l'île. Pendant son isolement sur cette fameuse île, il avait besoin de compagnie. En ouvrant les colis FedEx qui s'étaient échoués avec le crash, il trouva dans l'un d'entre eux un ballon de volée de la marque Wilson. En voulant faire du feu, il se coupera la main et en jetant le ballon avec cette main ensanglantée, il tracera un dessin. En y ajoutant des yeux, un nez et une bouche, il mettra au monde, grâce à ce ballon de volée, son seul compagnon sur l'île, Wilson. Il lui parlera, devenant son ami, et quand pendant une crise de colère il le jettera en dehors de sa grotte, il regrettera son geste et essaiera aussi de le récupérer. Et quand il sera sur son radeau à dériver pendant qu'il dormait, Wilson se décrochera et dérivera rapidement loin du radeau de Chuck. Dans une tentative désespérée, Chuck essaiera de le récupérer et criera le nom de son ami qui s'éloigne petit à petit dans l'horizon de la mer. Wilson n'était pas juste un ballon de volée. Pour nous, il devenait un confident, une partie de la conscience de Chuck, sa raison personnifiée à travers ce visage rouge. Wilson sera si marquant qu'à la fin du film, Chuck part pour une destination inconnue et il emmène un ballon de volée de la marque Wilson. Puis, pour les fans des Cassos ou de toutes les parodies un peu humoristiques où Chuck et Wilson ont été un peu plus qu'amis sur l'île... Mais allez chier dans une fiole, on verra après. Et bien sûr, Kelly, l'amour de Chuck.
Avant de prendre l'avion, elle lui donnera une montre à gousset qui est dans sa famille depuis longtemps, avec une photo d'elle dedans. Cette photo, Chuck la regardera tous les soirs sur l'île en jouant avec la lumière. Tout le long de son aventure, il ne pensera qu'à elle, ne vivant qu'avec son souvenir pour rester accroché à l'espoir d'un jour la revoir. Alors quand enfin il peut la revoir, quelle ne fut pas sa surprise de voir un homme inconnu. Enfin presque, puisqu'il avait soigné Chuck, en effet c'était le remplaçant du dentiste habituel de Chuck. Et bah c'est le mari de Kelly et le père de ses enfants. Un premier choc pour lui qui pensait que tout serait comme avant. Et un soir, alors qu'il n'arrive pas à dormir dans la chambre de son hôtel de luxe, il se rendra chez Kelly en taxi. Elle et lui échangeront des banalités avant que Kelly n'aborde le sujet de ses enfants, mais aussi des recherches pour le retrouver. Alors que Kelly lui montre sa voiture, elle lui laisse le véhicule, mais ne pourra pas se résoudre à le laisser partir. Et elle embrassera Chuck en lui disant qu'elle le savait, qu'il était vivant, mais que tout le monde lui disait de passer à autre chose. Mais ils avaient raison, en soi. Et après une longue discussion, alors, ils ont décidé d'un commun accord que Chuck devait revivre et Kelly doit continuer à vivre sa vie de famille. Et il y a aussi un dernier compagnon que j'ai oublié de citer, un paquet FedEx qui va suivre Chuck jusqu'à la fin du film. Ce paquet est particulier puisqu'il possède sur son carton, peint à la main, une paire d'ailes orangées entourée d'une spirale bleue, avec une adresse menant au Texas. Donc en partant pour de nouveaux horizons, Chuck ira donner son paquet à l'adresse prévue avec un mot disant que ce paquet lui a sauvé la vie. Par la suite, sans le savoir, il rencontrera la destinataire du paquet sur un carrefour. Elle lui donnera plusieurs voies à suivre pour la suite. Chuck regardera des possibilités que lui seul pourra traverser. Il est certes toujours vivant, mais à nouveau, il s'est écarté et non isolé, serein et plus seul au monde. Merci pour votre visionnage, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et aussi regarder une de mes anciennes vidéos. Je repars pour ma prochaine exploration. Salut!